Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. La Tribune des décideurs, chaque lundi, midi 30, 13h, un grand acteur de l'économie de notre pays. L'occasion pour vous de lui poser toutes vos questions. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui le délégué général de Malakoff Médéric, en la personne de Guillaume Sarkozy. Bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour. À mes côtés, on retrouve Philippe Mabille. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Notre partenaire de la Tribune, avec qui on réalise cette émission hebdomadaire. On va commencer, Monsieur Sarkozy, par vous présenter. Vous avez 62 ans, un parcours fourni dans différentes activités professionnelles, direction de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur, ingénieur grand compte chez IBM France, oui, ça vous rappelle des souvenirs, dirigeant d'entreprise dans le textile en Picardie, et depuis 7 ans, donc délégué général de Malakoff Médéric, beaucoup d'implications aussi à la tête d'organisations professionnelles, vice-président et membre du comité exécutif du MEDEF. Vous avez été aussi associé aux propositions et actions sociales, membre du Conseil économique et social et membre du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Alors, Malakoff Médéric, un nom qui est assez familier à nos oreilles, mais on ne maîtrise pas toujours bien les tenants et les aboutissants de votre activité. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler en quelques mots ? Oui, Malakoff Médéric est un groupe paritaire, c'est-à-dire que la gouvernance du groupe est composée à moitié de représentants nommés par le patronat, par le MEDEF, et à moitié de représentants, d'administrateurs, nommés par les 5 centrales syndicales. Pas facile à gérer alors ? Mon métier, c'est de parler, de proposer d'abord une stratégie, et puis de convaincre, de parler, de trouver un compromis, mais ça marche bien, c'est efficace, ça prend du temps, mais c'est efficace. Ça marche mieux que ce qu'on a comme jeu parfois un peu caricatural devant les caméras, c'est-à-dire quand ils sont autour d'une table pour vraiment travailler ensemble, ils arrivent à se parler ? Oui, parce que nous sommes vraiment sur des questions opérationnelles. Là, nous gérons 2 métiers, on ne l'a pas encore dit, nous gérons 20% de la retraite complémentaire à GIRC Arco, la retraite des salariés du secteur privé, et nous gérons aussi ce qu'on appelle la mutuelle, la fameuse mutuelle, assureur santé complémentaire et assureur prévoyance. Et ces 2 activités font que nous avons beaucoup de grains à moudre. Bon, on commence par un petit commentaire de l'actualité politico-économique. Elle est dense, on a eu le discours de politique générale de Manuel Valls, avec pas mal de mesures qui concernent votre secteur, puisqu'il faut faire des économies, encore et toujours, dans le domaine notamment de la santé. Il annonce une coupe de 11 milliards d'euros dans la protection sociale. Ça vous semble possible, souhaitable, réalisable ? Je ne sais pas si c'est une coupe, c'est un programme d'économie. Dans le domaine de la santé, si on prend simplement le domaine de la santé, en France, c'est grosso modo 240-250 milliards d'euros de dépenses, de remboursements de santé, dépenses qui sont ordonnancées par 65 millions de Français et qui font vivre plusieurs millions de professionnels de santé sans qu'il y ait véritablement de contrôle, de système d'organisation, de système d'orientation. Donc on peut certainement faire des économies très importantes. Mais ça, on se dit ça depuis des années et on n'y a encore jamais réussi. On n'a pas encore essayé de coordonner ces parcours. On n'a pas encore essayé. Nous sommes candidats à le faire. Car notre système est dual, vous le savez bien. D'un côté, il y a la sécurité sociale, conquête de l'après-guerre, qui organise la solidarité. Mais organisant la solidarité, la sécurité sociale ne peut pas contractualiser avec l'offre de soins. Elle travaille avec toute l'offre de soins. Nous, au contraire, assureurs complémentaires, nous sommes en concurrence. Donc nous pouvons signer des contrats, faire des cahiers des charges et négocier pour le compte de nos clients des avantages en termes de qualité et de prix. C'est ce qu'on appelle la politique du réseau de soins. Si on regarde les chiffres, jamais les dépenses de santé n'ont été aussi bien maîtrisées. En réalité, elles sont à peu près de 2,5% par an, peut-être même un peu moins. Alors c'est vrai que l'inflation, par ailleurs, est très basse en ce moment, donc ça maintient un écart assez élevé et maintient la part dans la dépense publique relativement forte, mais elles sont relativement maîtrisées. Et pourtant, ça ne suffit pas. Donc il faut faire 10 milliards d'économies, a annoncé Manuel Valls dans l'assurance maladie. Est-ce qu'on peut se contenter de faire des demi-mesures comme on l'a fait jusqu'à présent, ou est-ce qu'il va falloir taper dans le dur? Et quel rôle pourraient jouer les mutuelles, notamment dans ce domaine-là? Nous sommes candidats à jouer un véritable rôle. Alors, nous avons lancé une politique que nous appelons la politique de gestion du risque, car nous pouvons appuyer sur la tête du risque
pour être vulgaire, mais c'est ça la réalité de notre travail, plusieurs politiques pour ça. Politique du réseau de soins. Nous avons, soyons très concrets, nous avons créé le premier réseau de soins dans le domaine de l'optique. 4400 opticiens ont signé avec nous. Nos clients qui le souhaitent vont dans ce réseau et payent leurs lunettes 30% moins cher que s'ils n'allaient pas dans le réseau. Première idée, on l'a fait avec les lunettes, on l'a fait avec l'audioprothèse, on peut le faire avec d'autres choses. On peut lutter contre la fraude. Et on peut faire des politiques de prévention et de dépistage, mais je pense qu'on y reviendra. Oui, alors, si on vous entend bien, en fait, on se dit, voilà, il faudrait réduire peut-être le périmètre de la solidarité, héritage de l'après-guerre, sécurité sociale, et laisser plus de marge de manœuvre à des groupes comme le vôtre pour organiser ce qui peut être mis sous tension, sous concurrence. Je ne dis pas ça exactement. Je dis c'est à l'État, c'est l'État qui est légitime afin de déterminer quel est le périmètre de la solidarité. La seule chose que j'attends en tant que citoyen de l'État, c'est qu'il le fasse sans qu'il y ait de déficit. Parce que qui paye les déficits, ça va être nos enfants. Je rappelle que la CADES a 200 milliards d'euros de dettes qui vont être payées par les générations futures. Donc une fois que l'État aura décidé ce qu'il veut que la sécurité sociale rembourse, les assureurs complémentaires répondront aux besoins de leurs clients. Car le grand avantage du système, nous faisons de la mutualisation, nous discutons dans l'entreprise avec les partenaires sociaux, c'est très démocratique, des garanties qu'ils veulent et donc des tarifs qu'ils sont prêts à payer. Oui, mais il y a quand même une responsabilité de l'État. Prenons un exemple très concret. Vous parliez des lunettes tout à l'heure. Il y a un décret qui va sortir, suite à toute une polémique qui a eu lieu sur le fait que les lunettes sont trop chères, que la concurrence entre les réseaux d'opticiens n'est pas aussi forte finalement qu'on pourrait le penser, et que le prix des lunettes est élevé. Donc on va faire un décret qui va plafonner à un certain montant, plus bas qu'aujourd'hui, les remboursements par les mutuelles, pour éviter que les gens finalement optimisent avec les opticiens leur remboursement. Alors, est-ce que vous avez une idée du niveau du plafond qui serait souhaitable? Est-ce qu'on ne risque pas de créer de nouvelles inégalités entre les gens qui ont vraiment besoin de lunettes et dont les verres, l'optique est très chère, et ceux qui vont finalement passer entre les gouttes de cette réforme parce que leurs lunettes, finalement, effectivement, les lunettes standards peuvent baisser avec des délocalisations d'activité, par exemple, et de fabrication. Première idée, je suis bien d'accord que les lunettes étaient trop chères, puisque nous avons mis en place des formules, un réseau de soins, pour que 2 millions de personnes, depuis que notre réseau existe, achètent des lunettes 30% moins chères qu'est-ce qu'elles auraient payé par ailleurs. D'ailleurs, la plupart de nos clients aujourd'hui, quand ils vont dans notre réseau, n'ont pas de reste à charge ou un reste à charge extrêmement faible. Moi, c'est ça qui me préoccupe, c'est le pouvoir d'achat de mes clients. Besoin par ailleurs. S'ils ont non, besoin d'une correction très forte, par exemple, souvent... En moyenne, 50% de nos clients qui vont dans le réseau n'ont pas de reste à charge. Alors après, toutes les possibilités sont ouvertes, mais nous faisons baisser de manière très importante le reste à charge. Moi, je crois qu'il n'est pas nécessaire de plafonner les garanties, parce que c'est ça dont il s'agit, et j'ai très peur. Vous êtes opposé à ce projet de décret? Oui, je trouve que c'est dangereux de plafonner les garanties, même si l'intention est louable de vouloir faire baisser les prix. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire, dont celle que je vous ai indiquée et que nous mettons en œuvre, et je crains que ceci conduise à augmenter le reste à charge, c'est-à-dire peser sur le pouvoir d'achat de nos clients. Alors, il y a 4 ans, vous avez lancé un baromètre de la santé et du bien-être au travail, avec des chiffres qu'on ne connaît pas forcément, mais les salariés arrêtés sont en moyenne 34,7 jours. L'ensemble des salariés de ce pays sont arrêtés en moyenne entre 12 et 13 jours. C'est un chiffre qui semble élevé. Le chiffre est ce qu'il est, et d'ailleurs on voit qu'il est stable depuis maintenant 4 ans, donc la crise, contrairement à ce à quoi je m'attendais, la crise n'a pas généré une augmentation de l'absentéisme. On a grosso modo quelque chose comme 4 à 5% de taux d'absentéisme, c'est ce qu'on voit dans toutes les entreprises. Et quels sont les enseignements de ce baromètre par ailleurs? C'est-à-dire qu'il y a une montée aussi du niveau de stress, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, hein. Oui, alors nous, ce que nous recherchons à travers ces baromètres, c'est comprendre pourquoi il y a de l'absentéisme, bien sûr de manière non nominative. Ce n'est pas du fichage, c'est au contraire, c'est de la compréhension d'un système, de manière à mettre en œuvre les politiques qui permettraient de limiter l'absentéisme et d'améliorer la productivité des entreprises en même temps que le bien-être des salariés. Alors on se rend compte de choses très, très importantes. Par exemple, 15% des salariés sont des aidants. 15% de l'absentéisme est dû, c'est ce que nous disent les salariés, au fait qu'ils aident des personnes en situation de dépendance. Donc,
À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va apporter des solutions pour aider les aidants. C'est une de nos formules. On se rend compte qu'une bonne partie de l'absentéisme est due aux risques psychosociaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de proposer à l'entreprise des programmes afin d'appuyer sur la tête de ce risque et d'éviter qu'il se propage. Une question d'un internaute sur le site de la Tribune. Monsieur Sarkozy, quelle est la situation financière des complémentaires Agirc et Arco à ce jour? Alors là, on revient dans notre métier de délégataire de services d'intérêt général. La situation est très simple. D'abord, la situation financière, elle est bonne. Les régimes Agirc-Arco n'ont pas un centime d'endettement. Maintenant, en flux, la situation d'exploitation va devenir préoccupante à cause de la crise dans laquelle nous vivons. Et c'est vrai que d'ici 2017, l'Agirc, la retraite des cadres, va perdre toutes ses réserves. Il faut donc, et en 2020 pour l'Arco, donc à court terme, ces régimes de retraite doivent être à nouveau réformés et il en est de la responsabilité des partenaires sociaux de le faire. Il y a déjà eu une augmentation de cotisation qui a été votée par les partenaires sociaux, MEDEF et syndicats, l'année dernière, qui s'applique à partir de cette année sur deux ans, je crois, d'augmentation des cotisations Agirc-Arco. Il faudra continuer à augmenter les cotisations. Est-ce que ça veut dire que le patronat n'est pas si opposé que ça, finalement, à l'idée d'augmenter les cotisations pour financer les régimes des retraites? Je lis les journaux, et notamment le vôtre, comme vous, et la politique du patronat, du MEDEF, en tout cas, me semble extrêmement claire. Mais en 2013, c'est vrai, il y a eu un accord dans lequel il y a eu une très faible augmentation des cotisations, mais surtout un blocage du pouvoir d'achat des retraités, puisque pendant 4 ans de mémoire, les retraites devaient être revalorisées de l'inflation moins 1,5%. Pour la première fois, on a remis en cause cette indexation. Et pour la première fois, les partenaires sociaux ont discuté dans leur grande responsabilité, ont trouvé cette solution, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, et maintenant il faut aller au-delà. Mais la question de Philippe, c'est est-ce que le seul levier, c'est en effet d'augmenter les cotisations sans cesse? Comme toujours, il y a 3 leviers dans la question des retraites, c'est assez simple à exprimer. Il y a la question des cotisations, il y a la question des prestations, et il y a la question de la durée du travail, c'est-à-dire la durée du travail, c'est un dossier qui pourrait être ouvert? Moi, ce n'est pas à moi. Je l'ai fait, ce travail-là, en 2004. 2003 et 2004, maintenant, ce n'est pas à moi de gérer ce sujet. Oui, les partenaires sociaux peuvent décider d'influer, en tout cas, sur la durée d'activité. L'annonce du nouveau Premier ministre de supprimer les cotisations patronales au niveau du SMIC, c'est une bonne chose, ça? Le Premier ministre a fait un choix économique éminemment respectable. Il y a un chômage très important à ce niveau de faible qualification. Donc moi, je comprends bien ce qui a été fait. Maintenant, avec les risques de déséquilibre encore qui sont suivis. On va picardiser un peu plus, comme on dit, avoir une économie de services à faible salaire, plutôt qu'une économie exportatrice avec des salaires plus élevés. C'est ça le danger. Vous savez, sur ce sujet, je ne suis qu'un observateur parce que je gère la protection sociale qui est payée à partir des cotisations. Je comprends bien l'équilibre qui a été fait, qui répond à une double préoccupation. C'est pas une sonnette d'alarme pour vous? Vous ne dites pas on risque d'engendrer davantage de faire peser sur nos épaules davantage de poids? J'entends ce que dit le patronat. On entend qu'il y a un problème de coût du travail, et notamment de coût du travail le moins qualifié, et c'est une manière de le régler. C'est ce que j'ai compris, en tout cas, en lisant les journaux et en voyant les analyses. Alors, oui, Philippe. Pardon. Pour revenir à votre métier, il y a quand même une réforme très importante qui s'applique à Malakoff Médéric comme à toutes les mutuelles et les complémentaires, c'est la généralisation des contrats. On attend le décret d'application de ce fameux accord national interprofessionnel qui va généraliser, notamment dans les PME, où il y avait PME et TPE, où il y avait un vrai manque. Donc c'est une avancée sociale, mais quelles en seront les conséquences pour votre métier? Il y a notamment peut-être plus de concurrence. Il y avait un dispositif de clause de désignation qui vous permettait, dans un certain nombre de secteurs, de jouer le rôle de la sécurité sociale. Ça va changer. Cette concurrence nouvelle ne vous fait pas peur? D'abord, la concurrence ne fait pas peur à Malakoff Médéric. Nous avons 10% de part de marché. En France, nous sommes bien installés. Donc nous rendons un bon service à nos clients avec des réseaux de distribution. Donc, je ne suis pas inquiet là-dessus. Oui, cet accord a été extrêmement important puisque le 1er janvier 2016, 100% des entreprises devront avoir une complémentaire santé. C'est capital, pas pour tous les motifs dont on a beaucoup discuté, moi qui m'intéresse assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est que ça permet de faire entrer dans l'entreprise
la question de productivité associée au bien-être des salariés. Et là, on peut avoir un retour sur investissement. On peut mener des programmes de prévention, de dépistage, même des programmes de coaching, et nous le faisons. Nous avons lancé à titre expérimental, qui ont un retour sur investissement. Et là, on mobilise de nouveaux financements qui ne sont pas des taxes et cotisations, qui permettent d'améliorer la santé des gens. Donc aller vers le préventif plutôt que le curatif, c'est la démarche. Mais en quoi est-ce que c'est un rapport avec les complémentaires? C'est-à-dire que quand on signe complémentaire chez vous, vous allez organiser ces campagnes de dépistage, par exemple? Absolument. Vous savez qu'il y a deux types de contrats qui sont signés chez nous. Le contrat complémentaire santé dit la mutuelle et le contrat de prévoyance qui prévoit de payer les indemnités journalières en cas de longue absence ou les capitaux d'essai ou les capitaux d'invalidité. Et donc, nous pouvons, si on améliore la santé des personnes, il y aura moins d'incapacité, moins d'invalidité, moins de décès. C'est donc bien une politique de prévention, de dépistage et de coaching, j'insiste là-dessus, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le souhaitent, qui permettra d'améliorer les comptes. Donc ça, je suis un petit chef d'entreprise, je lève la main et vous venez chez moi ou ça me coûte quelque chose? Pour l'instant, nous menons des expérimentations. On l'a fait pendant 18 mois dans le nord de la France sur des politiques d'hypertension qui ont remarquablement marché. Et là, nous lançons, à l'horizon de l'année 2015, nous lançons un nouveau service. Et effectivement, dès que ce service sera déployé, vous leverez la main, comme vous le dites. Et soit au niveau de l'entreprise, c'est là une taille suffisante, soit au niveau d'une branche professionnelle, nous interviendrons pour proposer à ceux qui le souhaitent, sous le contrôle des partenaires sociaux, des opérations qui auront donc un retour sur investissement à la fois en qualité de vie pour le salarié et en qualité de productivité, de compétitivité pour l'entreprise. Donc en fait, vous êtes la solution, le remède à beaucoup de maux de la sécurité sociale et de la compétitivité. On a l'impression à vous entendre que c'est très... Une idée qui est intéressante, qui est un concept assez nouveau en matière de protection sociale, c'est cette idée de co-responsabilité. La responsabilité de l'État, souvent on dit c'est à l'État de payer, mais l'État finalement c'est nous, et notamment en matière d'assurance santé, puisque nous sommes les cotisants, et l'entreprise qui cotise pour le compte de ses salariés. Cette co-responsabilité entre les salariés, l'entreprise, les mutuelles, la sécurité sociale, comment est-ce que vous la voyez s'organiser mieux demain pour justement prévenir les risques et mieux les gérer? Il faut bien comprendre que nous sommes tous acteurs de notre santé. Ce n'est pas le médecin qui est responsable, mon médecin qui est responsable de ma santé, c'est moi. Et j'ai besoin, bien sûr, des médecins et des spécialistes et de l'ensemble du système pour que ma santé soit efficace, soit bonne. Et donc, nous allons aider à, je l'ai dit sur la prévention et le dépistage, mais je peux le dire aussi sur l'orientation. Nous allons aider les personnes à mieux, à terme, s'orienter dans l'offre de soins, à mieux comprendre là où ils doivent aller, à aller, je l'espère, dans les hôpitaux, les cliniques qui ont la meilleure efficacité, à trouver les meilleurs médecins possibles. Est-ce que demain, le fait d'avoir une conduite à risque, c'est-à-dire de fumer, conduire vite, de boire de l'alcool, pourrait conduire à une pénalisation financière? Ça existe. Cette pénalisation financière ou cette prise en compte des risques existe dans certains pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aux États-Unis notamment. Ce n'est pas le cas en France. Et notamment, ce n'est pas le cas du tout dans le contrat collectif d'entreprise dont nous parlons. Après tout, ce sera aux partenaires sociaux de décider s'ils veulent que ce soit le cas. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Autre chose qui risque de susciter quelques levées de boucliers, c'est justement ces parcours de soins. On voit bien que la profession n'a pas tellement envie d'être mise, en profession médicale au sens large, en concurrence. Il y a eu des tentatives de rating des médecins avec les nouvelles technologies, où comme pour les hôtels, on mettait un nombre d'étoiles. On sent bien que ça a du mal à prendre ça, alors qu'il y aurait peut-être des choses intéressantes à faire. Je vais prendre un exemple très simple. Je vais me faire opérer demain d'une prothèse du genou. Par définition, ça ne m'est jamais arrivé, ou ça m'est arrivé une fois. Et donc, je vais voir un spécialiste qui me reçoit assez rapidement, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, et je devrais lui poser 200 questions, à peu près. J'ai calculé, c'est environ 200 questions, dont je n'ai pas idée du début de la première, et je n'ose pas poser. Monsieur le médecin, combien de fois avez-vous fait le geste opératoire depuis 12 mois? Tout le monde sait qu'il y a une relation entre le nombre de fois où il a fait l'opération et la réussite. Quelle est la qualité de la prothèse? Quel est votre taux d'infection nosocomiale? On peut y rester 10 000 morts par an en France. Combien de temps vais-je rester à l'hôpital? Quel est votre taux de réussite? Qui va, si je reste très peu de temps, si je suis opéré en ambulatoire,
qui va me soigner à domicile, qui va emmener mes enfants à l'école parce que je vis seul, ou sortir mon chien parce que j'ai du mal à marcher. Vous voyez, il y a plein de questions qui ne sont pas seulement des questions médicales, hein, qui sont des questions d'organisation de la chaîne de soins, sociale et santé. Et je pense qu'à terme, nous prendrons position, nous aiderons ceux qui le veulent à répondre à ces questions et ainsi à optimiser leur parcours de soins. Et donc ça rend service aux patients et aux médecins, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à débloquer peut-être des situations. C'est comme ça qu'on arrivera à débloquer une situation. Mais vous avez pris le mot qui est en plein dans notre stratégie. C'est le mot de co-responsabilité. Nous devons être co-acteurs de la protection sociale. Vous savez, quand on a un PIB qui évolue à moins de 2% par an, c'est pour moi la seule solution que je vois afin de limiter l'évolution des dépenses. Une phrase assez connue dans le domaine de la protection sociale est de dire que 50% des dépenses de santé sont concentrées dans les 2 ou 3 dernières années de vie. Notamment, les dernières années de vie coûtent très cher puisque, évidemment, hospitalisation, utilisation d'énormément de technologies, les médicaments peuvent coûter plus cher. Est-ce qu'avec le vieillissement de la population, de toute façon, on sait que, d'une certaine façon, on est condamné à avoir les dépenses de santé progresser en proportion du PIB et il faut donc se préparer à payer plus, d'une certaine façon, si on veut garder le système solidaire que nous avons. Pour donner un exemple, un système qui est très différent du nôtre, aux États-Unis, je crois que les dépenses de santé, c'est 16% du PIB. Chez nous, c'est 12 à peu près. Est-ce qu'on va rejoindre finalement ce niveau-là et est-ce qu'on pourra garder notre système finalement de solidarité dans ce contexte? Alors, comparaison n'est pas raison. Les États-Unis ont des dépenses beaucoup plus importantes pour des raisons complètement différentes de ce qui se passe en France. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est la question de la dépendance dont vous parlez. C'est cette question de la dépendance qu'il va falloir organiser et qui va être notre stratégie aussi dans les années qui viennent. Il va falloir organiser les déplacements entre le domicile dans lequel on sera surveillé, si on a envie, ou sécurisé par les nouvelles technologies, entre les maisons de retraite, les hôpitaux. On devra circuler. Oui, on devra circuler dans cette offre de soins. Si on veut faire plus simple encore, pour pousser la question de Philippe, on a un système qui est déjà très déficitaire actuellement. Ça ne va pas s'arranger avec la poursuite de l'allongement de la durée de vie. Est-ce que là, il n'y a pas en effet des mesures plus radicales à prendre ? Moi, mon boulot, mon travail, c'est de m'occuper de la gestion du régime complémentaire. Et nous travaillons dur au sein du groupe pour ça. Nous pourrions faire mieux si on nous donnait plus de moyens. C'est quoi les moyens ? C'est nous autoriser à contractualiser avec l'ensemble du corps médical. Ce n'est pas le cas. Le dentaire, c'est plus compliqué. Le dentaire, on y travaille, c'est plus compliqué, mais je voudrais aussi qu'on puisse contractualiser avec les spécialistes et notamment les chirurgiens qui nous payons les dépassements d'honoraires. Je voudrais que nous puissions avoir l'information de ce qui se passe, bien sûr dans le strict respect de la volonté de chacun. Mais comment je peux aider quelqu'un à améliorer, par exemple, son parcours de soins sur la prothèse du genou si je ne sais pas qu'il a besoin d'une prothèse du genou. Aujourd'hui, par exemple, nous remboursons des dépassements d'honoraires. Nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas ce qu'ont les gens. On ne peut pas les aider comme ça. Alors, un mot sur le label diversité. C'est quelque chose qui vous tient à cœur chez Malakoff Médéric, hein. Oui, bien sûr. Nous sommes protection sociale. Vous savez que la diversité... Vous voulez être exemplaire. Nous sommes exemplaires. Nous devons l'être. La diversité, c'est 19 critères. Et donc, nous avons vous arrivez à cocher toutes ces cases ? On coche. En tout cas, on coche toutes les cases dans l'attitude. Pour y arriver, nous avons plus de 6% de personnes qui travaillent dans le groupe en situation de handicap. Et nous faisons extrêmement attention que nos attitudes ne soient pas discriminantes. D'ailleurs, nous avons effectivement reçu un label après toute une enquête d'une commission paritaire. Et nous sommes très fiers d'avoir eu ce label. Un mot sur votre parcours et sur votre engagement. On l'a vu, vous êtes engagé dans pas mal d'organisations. J'imagine que vous avez regardé de près l'élection au MEDEF, Pierre Gattaz. Je connais comment bien. Est-ce que vous pouvez commenter ces premiers pas ? Vous savez que le MEDEF ainsi que les 5 centrales syndicales sont, si j'ose dire, mes actionnaires. Alors, ce ne sont pas actionnaires puisque nous sommes non lucratifs et nous n'appartenons à personne, mais sont à ma gouvernance. Donc il ne m'appartient pas de juger de la politique de chacun. Par contre, il m'appartient de les connaître, de comprendre ce qu'ils souhaitent et de mettre en œuvre une stratégie
qui permettent de répondre à leurs attentes, à tous ensemble. Quelquefois, c'est contradictoire. Si votre question est là, oui, par rapport à c'est Laurence Parisot, contradictoire. alors Pierre a une manière de s'exprimer, ça ne vous a pas échappé, qui est différente de celle de Laurence. Mais bon, moi j'ai bien connu le MEDEF dans son temps. Maintenant, je ne suis plus au MEDEF. C'est fini depuis 7 ans. Il y avait 7 ans que j'ai le bonheur de diriger Malakoff Médéric. Je suis à mi-chemin entre les partenaires sociaux. Est-ce que vous avez le sentiment que quand Pierre Gattaz dit qu'il faut aller plus vite, plus fort que ce fameux pacte de responsabilité, notamment le calendrier décalé sur 2016, 2017 et même au-delà, ne vous paraît-il pas un petit peu éloigné finalement, alors que la situation plaide plutôt pour l'urgence? Là encore, je regarde ma responsabilité. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2017 et 2020, le système de retraite complémentaire aurait un problème. Il faut s'en occuper très vite. Je regarde la question de la santé et je propose des solutions. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on bouge et qu'on propose des solutions pour avancer. Tiens, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est votre frère Nicolas. J'imagine que vous prenez des nouvelles, non pas de sa santé, mais plus largement de ses envies et autres. Qu'est-ce qu'il vous raconte, hein? Nicolas, il vit une vie merveilleuse, il est très content de sa vie. J'ai eu la chance de le croiser notamment en allant écouter Carla dans ses récitals, mais je le vois aussi d'autres occasions familiales. Enfin, nous ne parlons jamais de business, ni d'activité politique. Ça, c'est une règle depuis 25 ans. En famille, ouais. On ne parle jamais politique en famille. Comme avec des amis, c'est bien mieux. Bon, merci Monsieur Sarkozy de nous avoir rendu visite. C'était votre tribune des décideurs. Merci Philippe. Merci. Merci à vous tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Ah non, c'est lundi de Pâques, la semaine prochaine, dans 15 jours, même endroit, même heure.